Clap. Bon, alors bonsoir tout le monde. Je suis Mickaël. Moi, je travaille dans l'équipe de l'Accordé. Je m'occupe de tout ce qui est développement du projet, des financements. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Pour commencer, je vais faire un petit sondage général. J'aimerais savoir qui dans la salle est en train de créer un projet. D'accord. Osez, hein. Osez, vous créez, merde. Qui a créé depuis moins d'un an une entreprise et qui a créé depuis plus d'un an et qui est un financeur qui s'est caché là pour voir ce que j'avais à dire non ou un accompagnateur type avocat, expert comptable ou autre métier d'accompagnement. Non, des fois il y en a qui sont cachés dans la salle, mais peut-être pas ce soir. Ok, est-ce qu'il y en a parmi vous qui portent des projets avec de l'innovation technologique dedans, de type brevet? Magnifique. Comme ça, il n'y aura pas de questions qui ne concerneront qu'une personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une composante web majoritaire dans leur projet, avec un site internet, une appli ou des choses comme ça? Ok, on en parlera. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur des commerces, en tout cas des lieux avec, un projet avec un lieu physique? Ok, ça me permet un peu d'orienter parce que le sujet de ce soir, c'est compliqué, c'est de brasser l'intégralité des solutions de financement, alors même que je pourrais passer 1h30 juste sur la levée de fonds ou juste sur les banques. Donc je vais aller assez vite sur tous les sujets et on va passer tous les financements l'un après l'autre. L'idée c'est que ça puisse être un échange, le contenu il est assez court. Cet atelier je l'ai fait 2 fois dans les dernières semaines. Une fois il a duré 52 minutes et une fois il a duré 2h15. Vous voyez que ça peut être, ça peut s'adapter. N'hésitez surtout pas à me poser des questions ou à faire un commentaire pendant qu'on parle d'un sujet. Genre par exemple si on est en train de parler du financement public, vous avez une question sur le financement public, parlons-en pendant qu'on est dessus, pour éviter que ce soit la fin et qu'on ait un peu oublié de quoi on parlait. Ça me permettra aussi de compléter potentiellement. Et voilà, si vous êtes à l'aise de parler de vos projets, c'est souvent la meilleure manière de réfléchir ensemble et de donner un exemple concret de ce dont on va parler. Moi je vais prendre pour exemple majoritairement l'Accordé et parfois les projets de membres de l'Accordé. J'en profite pour ceux qui ne savent pas où ils sont ou pour qui c'est la première fois. L'Accordé, l'endroit où vous êtes, c'est une communauté d'entrepreneurs en fait, qui réunit des gens aussi bien en train de créer leur entreprise qu'avec 15 ans d'expérience et qui ont envie de travailler ensemble et de s'entraider dans la création de leur projet. Voilà. Salut. Ok, on commence par quelques règles générales qui s'appliquent à tous les types de financement, mais que je vais dire là, comme ça on n'aura pas besoin de les répéter après. La première, c'est que le financement de projet entrepreneurial est une gymnastique. C'est-à-dire que vous allez toujours vous retrouver, il n'y a pas un chemin unique de financement. Vous allez vous retrouver en permanence à aller chercher un type de financement, puis un autre, à discuter avec une banque. Et puis ensuite, la première banque avec qui vous travaillez, elle ne veut plus travailler avec vous. Et ce n'est pas forcément la faute du projet, on en reparlera. Et donc, à vous retrouver à aller faire la gymnastique avec une autre banque et à aller lever des fonds et en complément à aller voir des financements publics. Donc, c'est une sorte vraiment de gymnastique permanente. Et il faut l'accepter. Il faut accepter qu'en permanence, vous aurez plusieurs financements que vous chercherez en même temps, que pour un seul financement, vous allez voir plusieurs partenaires, que vous allez être en permanence en train de faire de la gymnastique entre différents partenaires et que donc votre parcours financier, il sera unique, et c'est pas pour ça que c'est un animal bizarre, c'est normal. Il n'y a aucun projet que je connais qui a eu le même financement que son voisin, et il faut accepter que vous allez passer par plein de types de financements différents à plein de moments différents. Le deuxième point, c'est un point un peu, ça dépend où vous en êtes dans le projet, mais c'est un point plutôt positif, c'est que plus on avance, plus c'est simple. En fait, plus vous allez pouvoir démontrer que votre idée elle fonctionne, plus il est simple de se financer. Je suis sidéré de voir comment aujourd'hui c'est plus simple pour l'Accordé d'aller chercher un financement bancaire de 300 000 euros que ça n'était d'aller chercher 12 000 euros il y a 4 ans. Donc c'est incroyable comment plus ça va et plus c'est simple. Donc ne vous étonnez pas si c'est la galère au début, pour ceux qui sont en création de projet, on va en reparler. Il y a différentes manières de faire, mais rassurez-vous en vous disant que plus vous avancez et plus les financements deviennent des sujets simples à gérer. En parallèle de ça, plus on gagne d'argent soi-même, plus c'est simple. Donc il y a peu de projets techno, c'est bien, on va éviter cette case-là ce soir. Et il y a parfois l'idée qu'il faut chercher beaucoup d'argent pour se développer,
très vite et sans avoir forcément fait de chiffre d'affaires. Ceux qui ont des projets d'appli par exemple, il y a parfois l'idée de dire bon, on fera du chiffre d'affaires plus tard. L'idée c'est d'aller chercher des utilisateurs gratuits. C'est un marché un peu particulier, les applications mobiles. Mais de manière générale, dans tous les domaines, plus vous arrivez à gagner d'argent vous-même, plus c'est facile. Ça paraît bête à dire ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas que plus vous gagnez d'argent, moins vous avez besoin des banques, parce que vous pouvez gagner de l'argent et avoir quand même besoin de financement important, mais il va falloir toujours trouver l'équilibre entre aller chercher un financement et attendre peut-être un mois ou deux d'avoir signé 1, 2, 3 contrats supplémentaires et de retourner et d'aller à ce moment-là chercher un financement. Parce que peut-être que 2 mois après, en ayant eu plusieurs autres ventes, il sera peut-être beaucoup plus simple de conclure un financement que 2 mois avant avec moins de preuves. C'est toujours dans l'optique de faire ses preuves, mais il est beaucoup plus simple de lever de l'argent, que ce soit auprès des banques, auprès d'investisseurs, auprès de fonds, lorsque vous avez prouvé que des gens étaient prêts à payer pour ce que vous proposez. Le dernier point, c'est que la règle d'or en financement, c'est le pragmatisme et l'humilité. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais 9 projets sur 10 qui vont voir un banquier ou un business angel est en train d'annoncer que c'est le nouveau Facebook, qu'ils vont tout casser, qu'en année 2, ils feront 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, que la vie est belle. Et donc, quand vous arrivez et que vous faites preuve de pragmatisme, pas forcément de dire j'ai pas d'ambition, mais de dire j'ai une ambition, mais elle est mesurée, et surtout, voici comment je vais cadencer le projet, et voici comment l'argent que je viens vous demander, je vais l'utiliser. Voir quelque chose qui marche très bien, de faire un plan A et un plan B. J'ai toujours fait ça avec les banquiers. Plan A, voilà comment on imagine que ça va se passer, et comment l'argent qu'on vous emprunte ou alors qu'on lève auprès de vous va pouvoir être utilisé. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, parce qu'en général ça ne se passe pas comme prévu, si on met plus de temps que prévu à faire le chiffre d'affaires prévisionnel, si on a plus de charges que prévu pour une raison ou pour une autre, voilà ce qui se passe et voilà comment on adapte notre modèle économique pour survivre. Et ça, c'est une petite astuce qui est extrêmement efficace pour montrer, ok, on a quelqu'un qui est sérieux et où qu'aille le projet finalement, quel que soit le futur qui n'est pas encore écrit, en tout cas on sait que la personne, on sait que cet entrepreneur-là ou cette entrepreneuse va être pragmatique et va savoir prendre des décisions en fonction de l'imprévu qui l'attend. Et donc le pragmatisme et la modestie, qui paraissent des fois des qualités où on se dit non, quand je vais voir un banquier, je vais flamber. Non, en fait, vous avez intérêt à être plutôt modeste et plutôt très concret dans ce que vous allez faire. Ça marche vraiment bien. Je continue, pensez toujours à m'arrêter s'il y a des questions sur ce que je dis. Vous parlez de concret, c'est-à-dire un projet avec des chiffres. Ou est-ce que ça peut être... je pose en fait ça au projet d'entrepreneuriat social que j'ai en gestation. Qu'est-ce que vous entendez par être concret dans la Il faut de toute façon des chiffres. C'est-à-dire que vous allez voir un financeur, bon c'est pas le sujet du jour, on en fera un atelier sur le business plan, mais aller voir des financeurs, ça veut dire avoir un business plan Excel avec au moins dedans un compte de résultat, un plan de trésorerie et un plan de financement. Donc il faut des chiffres dans tous les cas. C'est pas tant la question, mais c'est pouvoir montrer que on a, en fonction de la réalité de ce qui va se passer, on adapte nos chiffres et on est capable de survivre. C'est cette idée plan A, plan B. Ben voilà, on a un spécialiste du sujet. Vous n'avez pas dans la salle encore. Et puis c'est montrer plan A, plan B, et c'est dire voilà, je viens chercher 80 000 euros, voilà comment je vais les utiliser, voilà quelle porte ça va débloquer, voilà, tiens, je vais chercher 300 000 euros auprès de Business Angel, voilà en quoi cet argent-là va me permettre de dupliquer mon effet actuel. Voilà, c'est d'être concret sur les usages. Pas tant une question de chiffres, mais c'est de dire voilà en détail les actions qui vont être menées. Voilà comment peut-être ça va m'amener à l'horizon 12 ou 18 mois à un autre financement. Il y a plein de gens qui viennent dire tiens j'ai besoin de 100 000 euros et puis après c'est fini, vous inquiétez pas, j'aurai plus jamais besoin d'argent. Alors que tout le monde sait que dans un financement de projet à impact, en entrepreneuriat social en particulier, il y a des besoins de financement récurrents tous les 12 mois, tous les 18 mois. Donc pouvoir dire cet argent il ne va pas m'amener au paradis, mais il va me permettre de faire pendant 12 à 18 mois telles actions qui font que à cet horizon-là, j'irai chercher un autre financement qui me permettra de continuer. D'accord. Voilà. Paraît clair ? Plus clair ?
Je vais commencer avec les questions de financement public. Et puis on va descendre un petit peu tous les types de financement. En financement public, le premier financeur, c'est Pôle emploi, même le premier financeur de l'entrepreneuriat français. Alors je ne vais pas trop détailler. Assez simplement, il y a la question de pouvoir avoir des cotisations chômage pendant 24 mois. On peut se faire verser une partie immédiatement pour l'amener au capital. Tout ça, ils vous l'expliqueront mieux que moi. Et l'avantage, c'est que les gens chez Pôle emploi, référents création d'entreprise, sont des gens qui sont très pertinents. Le conseiller général n'est pas toujours formé, mais les référents création d'entreprise sont plutôt bons et sauront vous aider sur les aides que vous pouvez aller chercher, RSA, pas RSA, cotisation chômage, pas cotisation chômage. Après, voilà, à vous de voir ce que vous en faites. Et il y a aussi une petite question fine, c'est que ça peut aussi vous limiter dans votre capacité à avancer vite. J'ai vu des gens qui, avec 24 mois de chômage devant eux, pendant 18 mois, y allaient plutôt tranquillement et s'énerver dans les 6 derniers mois. C'est bête, mais c'est humain en fait d'avoir, quand on a de l'argent devant soi. Pour donner un exemple, quand on a démarré le projet, on a refusé les cotisations de chômage, on a refusé le RSA. L'idée était de se mettre, d'avoir faim, quoi, d'avoir besoin d'aller vite pour que le projet avance. Et voilà, c'était un choix un peu radical, mais voilà, vous pouvez aussi, ayez en tête que l'aide de Pôle emploi, ça peut aussi être une forme de poids dans votre projet. Les subventions, je vais passer très vite dessus parce qu'il n'y a pas de projet techno dans la salle. Et si on a Rémi Berthier devant qui connaît fort bien le sujet sur le territoire. Qu'est-ce que tu appelles les projets techno ? Projets avec une innovation technologique dedans, en particulier les innovations avec brevet. Où en France, on a une vision de l'innovation, enfin les structures publiques ont une vision de l'innovation qui est encore très technologique. C'est en train d'évoluer et on fait partie des gens qui portons un peu l'idée de l'innovation peut être sociale, peut être sociétale, mais aujourd'hui l'innovation elle est encore très tournée techno. Et donc la majorité des fonds de subvention, donc de dons d'argent par l'État, sous condition, est dédié à des projets techno. Comme il n'y en a pas dans la salle, on va gagner du temps. Il peut y avoir également des subventions à des projets ESS, on parlait entrepreneuriat social tout à l'heure. Il y a quelques subventions. Vous pouvez vous rapprocher les meilleurs interlocuteurs sont la BPI, la Banque publique d'investissement, qui est donc une structure de l'État, qui a l'avantage, comme Pôle emploi tout à l'heure, ils sont à la fois financeurs et conseils. Donc c'est des gens que vous pouvez très bien aller voir en leur disant voilà, je démarre mon projet, je ne sais pas exactement à quoi j'ai le droit, mais j'aimerais bien savoir si BPI peut m'accompagner. Contrairement à un banquier normal où vous ne pouvez pas trop vous présenter la bouche en cœur en disant est-ce que vous pouvez m'aider, la BPI a un rôle de conseil qui est assez utile. Et vous pouvez également aller voir une structure dont on va reparler tout à l'heure qui s'appelle France Active, qui a des déclinaisons publiques à Lyon. Elle s'appelle Rhône Développement Initiative, RDI. Ils font des prêts d'honneur dont on va reparler plus tard, mais ils font aussi des soutiens en prêt et en subvention à l'économie sociale. Voilà. Ça ne concerne pas tout le monde dans la salle, donc je passerai vite dessus, mais ils sauront vous répondre plus précisément. Après les subventions, il y a des prêts publics. Il y en a beaucoup, parce que l'État s'est rendu compte, et les régions, que les banques étaient assez frileuses à prêter à des projets en création, on en reparlera juste après. Et donc ils avaient un rôle d'incitateur, d'amplificateur du mouvement du financement en apportant des prêts publics. Et qui pouvaient le faire un peu différemment parce que certains des prêts publics sont à taux zéro, qui est un avantage, même si aujourd'hui les taux sont très faibles, mais surtout avec des décalages de remboursement dans le temps. Ils vous donnent des fois 24 mois de décalage, vous avez un prêt qui va être sur 5 ans, 7 ans, mais où pendant 2 ans vous ne remboursez pas. C'est très précieux. En fait, au début d'un projet, on n'est pas là pour parler de stratégie financière de manière générale, mais au début d'un projet, plus que le taux que vous allez payer ou le résultat à l'horizon de plusieurs années, c'est votre trésorerie quotidienne qui compte. Et le décalage d'un prêt dans le temps, c'est un avantage précieux pour être à l'aise pendant effectivement 24 mois où vous n'avez pas cette échéance de remboursement de capital chaque mois. Si j'oublie de le redire, c'est le cas parfois des banques sur des délais plus courts où ils peuvent vous décaler de plusieurs mois le début du remboursement de la partie du capital. C'est aussi un avantage, mais les prêts publics sont très bien pour ça. Là-dessus, il en existe myriades, ça dépend des régions dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a des prêts au niveau de la région,
Il y a des prêts, donc j'ai parlé tout à l'heure de France Active, France Initiative, il y a la BPI. Là, l'idée, c'est d'aller les voir parce qu'en plus d'y avoir une foison de prêts, les prêts évoluent, enfin les financements publics évoluent beaucoup dans le temps. Parce que c'est un projet un peu politique, il y a eu French Tech qui a un peu modifié les choses. Donc le mieux, c'est quand même d'aller les voir et d'en parler avec eux. Mais c'est assez simple, au démarrage d'un projet, il y a un prêt en particulier qui s'appelle le PCE, le prêt à la création d'entreprise, qui est un prêt qui est fait par BPI, mais qui en fait est délégué aux banques, pour que BPI n'ait pas à chaque fois à dire oui ou non. Il est quasi automatique et c'est les banques qui le donnent pour BPI. C'est un prêt que BPI couvre à 100% avec un taux zéro, si je ne me trompe pas, et qui a vocation à aider. Et c'est un prêt de 7 000 € maximum par projet, qui est bien utile. La seule obligation, c'est que la banque vous prête au moins 2 fois ce montant-là en complément du PCE. Je le dis parce que nous, la banque nous a enfumé en nous prêtant moins de 2 fois le montant alors qu'elle n'avait pas le droit. Donc normalement, voilà, ça vous permet d'aller chercher 7 000 plus 14 000, soit 21 000 € de financement en démarrage de projet. C'est déjà un beau montant pour démarrer. Voilà. Dernier financement public, c'est le prêt d'honneur. C'est pas tout à fait public, c'est parapublic, mais c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Le prêt d'honneur, il porte ce nom parce que l'idée c'est qu'il vous est fait à titre personnel, ce prêt-là. Qu'ensuite vous le mettez, vous le prêtez à la société. En fait, vous le mettez en ce qu'on appelle un compte courant d'associé sur la société. Et ensuite, la société vous rembourse chaque mois un montant que vous remboursez ensuite à la structure qui vous fait le prêt d'honneur. Et ça s'appelle prêt d'honneur parce que si vous vous plantez, c'est sur votre honneur que vous remboursez ou non. Et donc vous pouvez aussi, si par exemple vous vous plantez et que vous avez un prêt d'honneur de X milliers d'euros à rembourser, vous pouvez discuter avec la structure pour étaler le prêt. Vous pouvez en annuler une partie. Voilà, c'est des structures qui ont vocation à aider au financement des projets en démarrage et qui aussi ont vocation à inciter les banques à prêter parce que tout prêt d'honneur doit être accompagné d'un financement bancaire d'au moins le même montant. Donc leur rôle, c'est pousser les banques à prêter et poser une sorte de tampon sur un projet en disant « nous on croit à ce projet, donc vous banques faites votre travail et venez compléter le financement de ce projet ». Il y a, si vous voulez que je répète des choses, si je vais trop vite vous me le dites, comme c'est dense j'essaye d'aller vite, mais sur Lyon il y a 2 structures de prêt d'honneur, le réseau Entreprendre Rhône, RER, et le réseau Rhône Développement Initiative, dont j'ai parlé tout à l'heure, RDI. Le réseau Entreprendre, c'est des prêts un peu plus importants en montant, mais qui sont dédiés à des projets à vocation de création d'emplois. En général, au moins création de 10 emplois dans les 3 ans. C'est un processus qui est un petit peu plus long, vous allez devoir rencontrer 10 entrepreneurs. Donc c'est un bon exercice parce qu'ils vont vous aider à avancer sur votre projet, mais c'est un processus qui est plutôt long. Je le dis parce que j'ai quitté 2 fois le process du réseau Entreprendre parce que c'est trop long pour nous. Mais ça peut être très formateur pour un projet. Les montants sont, je pense, maximum de 30 000 € sur un projet et ça peut être amplifié par une partie innovation dont je reparlerai après. Alors que RDI, donc la partie initiative, eux c'est des prêts moins importants, c'est 7 500 € maximum par associé impliqué dans le projet. Par contre le processus est beaucoup plus court et là aussi ça peut être démultiplié s'il y a une composante innovation qui peut être une innovation sociale. Ça a été le cas à l'Accordé, par exemple on a eu à un moment donné un financement de RDI 15 000 € pour 2 associés, complété par, démultiplié à hauteur de 18 000 € en innovation, soit 33 000 € de prêt d'honneur à la création de la 2e cordée. Donc ça peut être des financements qui sont assez intéressants et qui vont vite à être cherchés et qui sont à taux zéro également. Ça paraît clair? Ouais. Ce sont des guichets d'information, il y a un numéro de téléphone, ou bien c'est un dossier qu'on envoie? Alors pour les deux, ça démarre par une rencontre, une réunion d'information publique où on va pour découvrir comment ça fonctionne et à la fin on peut effectivement déposer un dossier pour pouvoir avancer. Voilà. Chez Réseau Entreprendre, c'est un rendez-vous individuel, alors que chez Rhône Développement Initiative, c'est une réunion publique. De mémoire, en tout cas à mon époque. Voilà pour les financements publics. On continue rapidement sur le crowdfunding.
C'est un sujet sur lequel on va aller relativement rapidement. D'abord parce que en France aujourd'hui, le crowdfunding se fait à la création d'un projet sur des montants modérés et ne remplacera pas vos financements soit bancaires, soit publics. Les financements peuvent être beaucoup plus importants sur des projets plus mûrs. Il y a 3 types de crowdfunding en fait. Il y a le crowdfunding en don ou contrepartie, ce qui se passe sur Ulule ou KissKissBankBank, que vous voyez au quotidien, qui est le plus connu et qui est une très très bonne manière de pré-commercialiser un produit. C'est excellent si vous avez quelque chose que vous vendez, des abonnements ou un produit, parce que ça vous permet assez facilement d'aller chercher des montants sans aucun souci qui se rapprochent des 10 000 euros sur la pré-commercialisation. C'est beaucoup plus compliqué à faire fonctionner sur des projets plus soit business to business ou alors industriels ou de services un peu abstraits. Donc ça marche bien sur des choses concrètes. Vous avez du financement en prêt, qu'on appelle le crowdlending. Là, c'est dédié à des structures qui ont un peu plus de vécu et ça se développe de plus en plus. Il y a plusieurs plateformes là aussi. Vous les trouverez par internet assez facilement. La seule chose, c'est que les financements en prêt sur ces plateformes-là sont sur des taux d'intérêt assez élevés. Donc aujourd'hui, dans les faits, c'est plus utilisé comme un plan B par rapport à un financement bancaire si les banques ne vous suivent pas. C'est un très bon plan B, mais ça vous coûte plus cher que d'aller voir une banque. Voilà. Après, ça va évoluer dans le temps, hein, donc je parle de l'état des choses à l'instant T, mais plus ça va évoluer. Et le dernier type de financement, c'est le crowd equity, donc le capital, la capacité à aller faire une levée de fonds en capital auprès de personnes. On en reparlera un peu de ce processus-là, de ce procédé-là, en levée de fonds tout à l'heure. C'est une manière assez efficace d'aller chercher de l'argent. Par contre, ça veut dire que, ça a une conséquence importante, c'est que chaque personne qui rentre au capital met un petit peu d'argent, donc ça vous fait ce qu'on appelle une holding avec beaucoup de gens dedans. Vous pouvez avoir une structure avec 200 personnes qui sont à votre capital. Donc ça demande à être très bien pensé en termes de gouvernance pour éviter le fameux petit actionnaire chiant qui vient poser des questions toutes les 10 minutes pour savoir si vous avez fait le coup de peinture que vous aviez dit que vous faisiez. Bon, je caricature, mais voilà, ça demande à être bien géré par rapport à des investisseurs plus professionnalisés qui ont plus l'habitude. Mais ça marche bien, ça marche de plus en plus et c'est amené dans les années à venir à se développer. Par contre, là aussi, c'est dédié à des projets qui ont déjà plusieurs années d'existence. Vous ne pourrez pas de toute façon passer les processus de sélection si vous n'avez pas déjà 2 à 3 exercices clos. Donc voilà, le crowdfunding en démarrage de projet, c'est beaucoup plus les contreparties et le don. Il y a une exception, c'est We Do Good, WEDOGOOD. C'est du capital mais en royalty. Donc ça permet au démarrage de projet de faire entrer des gens au capital et au lieu de les rémunérer en capital et donc en dividende, on les rémunère en pourcentage du chiffre d'affaires, en royalties sur l'activité. Donc c'est assez adapté à des démarrages d'activité et il me semble que la structure est dédiée à de l'entrepreneuriat social pour l'instant, de l'entrepreneuriat d'impact. Voilà pour le crowdfunding. On continue avec un gros morceau, le financement bancaire. Qui reste aujourd'hui. On peut taper sur les banques, on peut les caillasser lors des manifestations. Ça reste le partenaire principal de la majorité des projets entrepreneuriaux et au démarrage et dans le temps. Donc ça reste un acteur un peu incontournable. C'est plus le seul. Donc vous irez les voir à côté d'autres acteurs, mais il faut passer les voir. La première chose que j'ai à dire sur les banques, c'est qu'il faut avoir plusieurs banques. On a l'idée qui date qui est inscrite dans l'imaginaire collectif, mais qui date que quand on a trouvé le bon banquier, c'est quelqu'un de confiance avec qui on peut travailler sur le long terme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'abord parce que dans les banques, les conseillers clientèle changent à toute vitesse. Et donc la personne qui va signer un prêt avec vous, 1 an et demi après, elle n'est plus là. Deuxièmement, les banques aujourd'hui ont des régulations beaucoup plus fortes qu'hier et donc il y a beaucoup moins de marge de manœuvre d'un conseiller pour dire oui ou non. Donc à un moment donné, il va vous dire oui et la fois d'après, il va vous dire non et c'est pas la faute à votre projet, c'est la faute à leur régulation interne parce qu'ils ont trop prêté dans l'année, parce qu'ils sont limités sur certains types de projets, etc. etc. Donc il va falloir assumer que vous allez avoir plusieurs banques. Vous allez avoir une banque qui va vous dire oui au premier prêt que vous avez demandé.
Ensuite, vous allez aller voir une autre banque, ensuite une autre. Aujourd'hui, à l'Accordéon, on travaille avec 5 banques différentes. Et quand on a un prêt à demander, on les demande aux 5 et on voit qui veut répondre. Et honnêtement, c'est fou, mais j'aimerais bien pouvoir avoir un banquier avec qui on travaille majoritairement, mais c'est pas le cas, ça change vraiment en fonction des projets. Et donc il faut assumer que vous en aurez plusieurs, et il faut d'ailleurs assumer que ce sont des prestataires de services. Un autre élément qu'on a dans l'imaginaire collectif, c'est que le banquier, il est un peu sur un piédestal, et quand on va le voir, on essaye vraiment d'être gentil avec lui pour qu'il nous finance. On est dans une période qui est extrêmement propice pour les entrepreneurs. Il y a énormément d'argent disponible à des taux extrêmement bas, et il n'y a pas assez de projets. Je parais caricatural, mais c'est vrai. Les banquiers sont en recherche de projets. Nous, on a des banquiers qui nous écrivent pour savoir si on a besoin de financement. Donc c'est quand même impressionnant. Donc ça c'est génial, c'est-à-dire que vous avez la main et c'est pas parce qu'un banquier vous dit oui qu'il faut absolument y aller. Vous pouvez vous permettre de comparer, vous devez les mettre en concurrence. S'il y en a un qui vous propose quelque chose de mieux que l'autre, vous devez le dire au premier, qui va s'aligner le plus souvent. Voilà, c'est un jeu de négociation comme n'importe quelle relation commerciale, plus encore qu'une relation commerciale traditionnelle d'ailleurs. Moi je fais le choix avec nos fournisseurs par exemple de jamais faire baisser les prix spécialement et d'essayer de travailler, de leur verser la rémunération juste, alors que les banquiers, vous pouvez y aller, je pense qu'ils ont de l'argent de côté et en général vous pouvez aller chercher des bonnes conditions. Ça n'empêche pas qu'il faut avant tout travailler avec le banquier avec qui vous avez un bon intuitu personae, avec qui vous sentez qu'il y a une relation qui peut s'installer, parce que mine de rien, même s'il ne peut pas vous financer à chaque fois, le bon banquier pourra vous suivre et vous refinancer après, ou alors il pourra vous aider sur des phases différentes du financement de développement. J'entends par là que le banquier que vous allez choisir au début, c'est chez lui que vous allez mettre votre compte courant. Et donc le jour où vous avez un petit découvert qui s'annonce, mieux vaut avoir choisi le banquier avec qui vous avez une relation de confiance et avec qui vous pouvez dire là on observe que dans 2 mois on va avoir un petit creux de trésorerie, comment on le finance. Le jour où vous avez besoin de financer de la facturage, donc je vous amène des factures et vous m'avancez l'argent sur ces factures, et il y a plein de choses que vous allez financer avec des banquiers, donc ça vaut le coup pour votre compte courant de choisir un banquier avec qui vous avez une bonne relation. Voilà pour les conseils généraux. Ensuite, à avoir en tête que les banquiers vont regarder des ratios spécifiques. Ils ne regardent pas la même chose que vous sur un plan financier. Et ils ne regardent pas la même chose que des business angels ou des fonds d'investissement. Eux, ce qui va les intéresser, c'est la capacité d'autofinancement, la CAF, qui est un élément que vous trouvez sur le tableau de plan de financement. Et c'est ça qu'ils vont surtout regarder. L'autre élément qu'ils vont regarder, c'est un ratio. Ils vont comparer votre dette à vos fonds propres. Ils vont diviser la dette par les fonds propres. À n'importe quel moment de la vie de votre entreprise, ils vont toujours regarder ce ratio-là et ils vont être assez conservateurs. C'est-à-dire que si le ratio est de 2 pour 1, en général, ça va encore. Si vous avez 100 000 euros de dette pour 50 000 euros de fonds propres, en général, ça passe encore. À partir de 3, ils commencent un peu à grincer des dents et vous allez avoir plus de mal à vous financer. Au-delà, ça devient de plus en plus dur. Nous, on a dû à un moment donné trouver un financement alors qu'on était à 5,5 de ratio. Donc 5,5 fois plus de dettes que de fonds propres, ça a été sportif. Ils vont toujours regarder ça. Donc ayant en tête, vous, le ratio que vous leur proposez, ça vous permettra de discuter. Enfin, quand vous montrez que vous comprenez leur ratio, vous discutez le même langage. Et ils sont pas en train de... vous pouvez parler de ces éléments-là et ça vous apporte de la crédibilité auprès d'eux. L'autre élément, c'est d'avoir en tête qu'ils vont de toute façon baisser de 10% vos prévisions de chiffres pour voir ce que ça donne. Donc quand vous faites vos tableaux de plan de financement et de compte de résultats, visez pas à faire plus de euros. Visez à ce que vous soyez un peu large, une capacité de financement de l'ordre de plus de 10%. Comme ça, quand eux vont baisser de 10% le chiffre d'affaires, ça donnera encore quelque chose de positif. Voilà, là, jouez pas ric-rac, vous êtes toujours mieux d'aller demander 60 000 euros de financement que 50 000. Il n'y a aucune différence dans le fait d'aller chercher un peu plus d'argent. Et par contre, s'ils voient que ça vous que ça vous rend plus confortable sur le long terme, ils en seront bien contents. Et ça m'amène au point suivant, les banques, en fait, il faut avoir en tête que eux, ils se rémunèrent très peu. Les taux actuellement sont en dessous de 2%. Donc ça veut dire que sur un projet qu'ils financent, chaque année, ils ne gagnent que 2%. Ce qui veut donc dire que si un projet plante, ils sont
vraiment mal parce qu'il faut qu'il y ait plein d'autres projets qui réussissent pour compenser. Voilà, contrairement à des fonds d'investissement dont on parlera tout à l'heure où lorsqu'un projet marche, c'est x10, x20, x50, x100. Et donc eux, ils peuvent se permettre que les autres projets plantent. C'est d'ailleurs un peu leur modèle économique. Un banquier, il n'a vraiment pas envie que votre projet plante. Donc, il va toujours être content que vous allez chercher un peu plus d'argent que ce que vous avez dit au début. Il va toujours être d'accord que vous alliez le voir pour rééchelonner la dette si à un moment donné vous avez des difficultés à rembourser. Il préfère toujours être remboursé sur un peu plus longtemps que pas être remboursé. Voilà, c'est le genre de partenaire avec qui en fait on peut discuter plus qu'on ne croit. On a l'impression que la banque c'est vraiment l'institution, alors qu'en fait c'est un partenaire comme un autre. Point suivant sur les banques, le financement multibanque est possible sur un financement. Vous cherchez 200 000 euros à un moment donné, vous êtes à une phase de votre développement où chaque banque a du mal à financer en individuel. Vous pouvez très bien découper le financement en 3, ça nous est arrivé, 200 000 euros qui ont été découpés en 50, 50 et 100, je crois, entre 3 banques. C'est un peu plus de papier, c'est un peu plus de frais de dossier, donc en général ce n'est pas le plan A, mais c'est un plan B tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, souvent, c'est eux qui vous le proposeront. Finalement, ils sont très à l'aise de travailler avec d'autres banques sur des financements et de répartir le risque. Et quand on monte sur des gros montants, ils font ça assez souvent. Sur des prêts de plusieurs millions d'euros, ils le font à plusieurs pour éviter de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Sujet important sur les banques, les cautions. Parce que nos amis les banquiers sont des spécialistes de la caution. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont peur de perdre de l'argent parce que s'il suffit qu'un projet plante pour que ça leur plombe complètement le résultat. Donc ils vont essayer de se garantir au maximum. La première chose que j'ai à vous dire, c'est pas de caution perso. Vous pouvez dire que c'est votre religion, comme ça simplifiera la vie avec les banquiers. Et je blague pas. Il n'y a pas à donner de caution perso. C'est la seule mauvaise décision que vous pouvez prendre dans toute votre vie d'entrepreneur, c'est d'accepter de donner une caution perso. C'est la seule manière que vous avez de lier votre patrimoine personnel à votre patrimoine professionnel. Et ça veut dire que c'est la seule connerie que vous pouvez faire qui fera que si la boîte plante, on viendra chercher votre argent personnel. Donc jamais de caution personnelle. Et les banquiers, les bons banquiers l'entendent bien. D'ailleurs, les bons banquiers, je me rappelle une fois où on avait été intervenu avec quelqu'un de la BNP qui avait dit, un bon banquier dit, l'entrepreneur, il s'investit à travers le capital qu'il met au début et à travers son énergie. Un mauvais banquier vous dit « Ah, j'ai besoin de voir que vous êtes impliqué à mes côtés ». C'est des conneries. L'implication, vous la mettez en mettant de l'argent au début et en travaillant dedans. C'est pas en donnant une caution perso. Il y a des manières d'ailleurs de contourner le sujet en disant « Non, pas de caution perso ». Par contre, il y a d'autres modèles de caution. La première chose, c'est que la fameuse BPI, elle a deux pôles. Elle a le pôle financement, dont on a parlé tout à l'heure, mais elle a un pôle garantie. Son rôle, c'est de garantir les prêts pour les banques. Donc, quand vous démarrez, les prêts de la banque sont garantis à 70% par BPI. C'est-à-dire que quand la banque vous prête 20 000 euros, il y en a 14 000 euros qui sont couverts par BPI en cas de défaillance. Et donc la banque, quand elle vous embête, c'est sur les 6 000 euros. Donc déjà, c'est des montants qui sont faibles et vous pouvez leur dire, honnêtement, prenez votre risque, hein, vous rémunérez votre prêt, alors prenez votre risque. Sur des petits montants, ça passe. Et après, il y a d'autres manières de faire. Vous pouvez nantir des fonds de commerce. Vous avez pour les projets féminins, avec la majorité du capital qui est détenu par des femmes, il y a des fonds de garantie féminins. France Active pourra vous renseigner sur le sujet. Il y a après des fonds de garantie privés que vous pouvez aller voir, ça coûte un peu d'argent, mais ils pourront garantir vos prêts au cas où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec un banquier. Nous, on n'en a jamais eu besoin. On a toujours refusé la caution perso et on a toujours trouvé des manières de faire autrement. Mais pas de caution perso. C'est la seule chose que je vous demande. Si vous repartez d'ici avec une idée, c'est avec celle-ci. J'ai fait le tour pour ce qui est des banquiers. Est-ce que vous avez des questions sur les banques? Non. Est-ce que plus la banque est grande et connue, mieux c'est ou pas du tout? Pas du tout. Franchement, déjà, elles sont toutes énormes. Hein, vu les tailles des bâtiments qui se construisent actuellement à Lyon, il n'y en a pas vraiment une plus petite que l'autre. En fait, c'est paradoxal parce que par exemple, nous, on a été voir la Nef assez rapidement, parce qu'on est une entreprise solidaire, et ça nous tentait d'aller voir des financements éthiques, purement éthiques. Et il faut le dire aujourd'hui encore, et pourtant j'ai des amis qui travaillent à la Nef. La Nef est une petite banque en construction, et c'est
c'est quand même beaucoup plus laborieux. Pour te dire, on a dû faire un prêt court terme au Crédit Agricole, le temps que l'argent de la nef arrive sur notre compte. C'est quand même, c'est quand même un peu ridicule à un moment donné. C'était il y a 4 ans et demi, donc ça a un peu changé depuis. Mais il faut avoir en tête que les petites banques peuvent des fois mettre plus de temps. Donc si vous êtes pressé et que vous avez besoin de montant, en tout cas dans les partenaires bancaires que vous aurez, si vous en avez 3, 4 ou 5, il faudra avoir une grande banque et vous pourrez avoir à côté des banques plus petites pour travailler. Après, elles se tiennent toutes. On dit que certaines sont plus difficiles à rentrer mais vous accompagnent mieux. On disait que la BNP, ils acceptent moins de projets mais après c'est des partenaires de long terme. C'est pas le cas. Nous, ils nous ont fait un financement et ensuite ils refusaient de nous financer parce qu'on n'avait pas mis de compte courant chez eux. En fait, ils gagnent leur vie sur les comptes courants, ils ne gagnent pas leur vie sur les prêts actuellement. Donc ils veulent que vous mettiez les opérations chez eux et pas vraiment les prêts. Donc ça ne se vérifie pas vraiment. On dit que sur Lyon, nous on travaille avec le Crédit Agricole, qui est bien. Il y a d'autres entrepreneurs qui trouvent qu'ils ont été bien accompagnés en création. Il y a pas mal de gens qui sont accompagnés par la Caisse d'épargne également, plutôt bien sur le territoire. Et il y a la CIC, mais voilà, c'est assez relatif. Hein, Ok. C'est différentes banques. Ouais. Donc, tu considères, Mickaël, que la banque c'est un partenaire que tu vas voir souvent là? Oui, Parce oui. que quand tu parlais de financement très rapide, genre les affacturations ou en fonds de roulement, etc. Donc finalement, c'est quelqu'un que tu vas voir souvent. Ah ben, notre banquier principal, celui qui a notre compte courant, Crédit Agricole, je lui parle une fois par mois hein, pour un sujet de ce type-là. En plus, il va avoir les questions de financement, de moyens de financement, soit un terminal carte de paiement, soit un paiement par internet, soit des prélèvements. Et donc tu vas te retrouver à avoir des relations assez régulières avec eux. Sur ce qui est financement de développement, l'idée c'est d'aller pas les voir trop souvent. En particulier au début d'un projet, nous on avait fait l'erreur de dire on va demander, début de la cordée, au capital il y a donc 2 personnes avec 20 000 euros chacun et a été chercher à la banque 20 000 euros en se disant on va chercher 20 000 euros, on va créer la première cordée et ensuite on va aller les revoir pour la deuxième cordée. C'était une erreur parce que les banquiers n'aiment pas du tout prêter à 3 mois d'intervalle. Ils se disent que si vous faites ça, en fait, quand vous leur demandez ça, ça allume immédiatement un truc rouge sur leur écran en leur disant warning surendettement. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des prêts pour payer les remboursements des emprunts précédents. Donc, ça leur dit warning si quelqu'un vient faire un prêt trop vite. Donc vous êtes mieux d'aller chercher le montant total dès le début que d'y aller en 2 fois. Et donc il faut essayer d'éviter de les voir trop souvent. Moi j'essaye de faire un round annuel avec les banquiers qui nous permettent de tenir le budget de l'année et d'aller les voir une fois par an. C'est pas mal si on arrive à faire ça 2 fois par an, mais pas plus que ça, quoi. Après, les banquiers entre eux n'ont pas de système de gestion interbancaire, donc vous pouvez très bien vous permettre d'aller voir une autre banque à ce moment-là. Si vous avez besoin d'un financement assez rapidement après le premier, ils ne sont pas du tout connectés les uns aux autres encore, et donc vous pouvez jongler comme ça entre plusieurs banques. C'est d'ailleurs la cause de problèmes de surendettement, quand des gens qui font plusieurs fois le même prêt, qui font plusieurs prêts pour la même chose à différentes banques, c'est en général pas du tout une bonne idée, mais les banques ne savent pas encore bien le contrôler. C'est la seule chose qui leur dit qu'il y a un problème, c'est BPI, parce que BPI doit donner son accord sur la garantie, et quand BPI prend 3 demandes de financement équivalentes, ils alertent des fois les banques qu'une autre demande de financement est en cours. Et voilà, entre eux, ils se parlent pas au quotidien. Ok pour les banques? Bon, on continue. Oui. Simplement pour savoir c'est quel type de service ou de personne qu'il faut aller voir en banque, c'est simple conseiller professionnel. Alors, jusqu'à 500 000 euros de... c'est un peu le problème. Jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires, en général, on se retrouve avec un conseiller qui est mixte en commerce particulier. Donc, c'est quelqu'un qui va aussi bien travailler avec un fleuriste qu'avec une entreprise de service. Et donc, souvent, c'est des gens qui sont malheureusement pas très très formés. Je me rappelle avoir dû expliquer le calcul du BFR à un banquier. C'était quand même un grand moment de l'histoire du financement quand on leur explique comment on calcule le BFR. Donc c'est des gens des fois, eux ils ont très peu de capacité de décision, ils vont toujours remonter la décision au-dessus d'eux. Donc vous avez un phénomène de téléphone arabe qui n'est pas évident à gérer. Donc il faut bien écrire les choses parce que
c'est rarement la personne qui décide, elle passe ça au directeur d'agence sur les montants de démarrage d'activité de quelques dizaines de milliers d'euros. Au-dessus, quand on est au-delà des 100, 150, 200 000, ça passe sur des comités départementaux, régionaux ou locaux. Mais en général, sur les montants de démarrage, c'est le directeur d'agence. Donc ça peut être une autre chose, c'est rencontrer le directeur d'agence. Ça, c'est possible. On peut s'arranger à demander un rendez-vous avec le directeur d'agence. Ça permet d'avoir un bon premier contact et d'avoir quelqu'un qui comprend plus aisément le projet, qui est plus habitué à regarder les chiffres. Donc ça, c'est bien. Après, au-delà de 500 000 euros, on passe sur des conseillers pros, où là, effectivement, c'est des gens plus habitués à tous les types de financement de l'entreprise. Et ça se passe en général ensuite de manière plus souple, mais c'est plus tard. Une petite entorse à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui se rendent compte que les projets entrepreneuriaux un peu complexes qui arrivent et qui se retrouvent avec des conseillers particuliers ont un petit souci, il y a une vraie incohérence. Et donc il y a pas mal de banques qui se sont structurées avec une cellule innovation qui accueille des projets en démarrage, mais avec des personnes qui sont plutôt des conseillers professionnels dédiés à l'innovation. C'est le cas à la BNP, c'est le cas au CIC si je ne me trompe pas. Et petit à petit, toutes les banques s'y mettent. Et c'est pas mal si vous avez une dimension innovation dans votre projet, qu'elle soit sociale ou techno. Vous aurez des gens qui sont beaucoup plus pros, quoi. Mais bon, qui verront aussi beaucoup plus facilement les erreurs dans votre business plan ou dans votre bilan prévisionnel. Voilà pour les banques. De toute façon, si vous avez des questions qui réémergent sur les banques, vous pouvez les garder pour la fin. On passe enfin au financement en capital. Donc là, il y a deux types de financement. Il y a les business angels et il y a les fonds d'investissement. On va parler des deux. En gros, ça, ce sont des gens que vous allez voir quand vous allez avoir besoin d'argent que les banques ou les prêts publics ne peuvent pas financer, soit par la nature du financement, soit par le montant. Par la nature, parce que les banques vont financer de manière préférentielle du dur. Ils aiment bien les travaux, ils aiment bien les trucs du concret. Ils ont beaucoup de mal à financer du développement informatique, un site internet, des choses comme ça. Ils peuvent le faire dans le cadre du PCE, là, le prêt de création d'entreprise. Mais ensuite, c'est pas évident de financer ça avec eux, en tout cas pour les premières années. Une fois que vous avez un bilan, que vous avez 2-3 bilans avec un résultat positif, là, ils sont tout à fait prêts à avoir des financements qui sont plus larges, où ça inclut du financement de salaire, de développement, etc. Mais au début, ils vont être un peu coincés pour financer de l'immatériel. Les financements dont on a parlé tout à l'heure, prêts d'honneur et prêts publics, sont eux faits pour ça. Ils vont vous permettre de financer du salaire, du développement informatique ou toute autre chose. Par contre, les montants sont vite limités. On parle de montants qui vont aller jusqu'à 20-30 000 euros. Donc vous allez vous retrouver bloqué lorsque dans une phase ultérieure du développement, vous allez avoir besoin de plus d'argent. Donc c'est là qu'entrent en jeu les financements en capital, qui sont des gens que vous allez voir soit parce que vous avez besoin au bout de 12, 18, 24, 36 mois d'un montant plus important, soit parce que vous voulez aller vite et que vos partenaires financiers, bancaires, ne sont pas prêts à suivre en disant vous n'avez même pas un bilan, nous on n'est pas prêts à avancer, il y a trop de risques. À ce moment-là, on va voir beaucoup des partenaires qui font du capital risque. C'est sous cette appellation qu'on met les fonds d'investissement et les business angels, qui sont des gens qui vont prendre des risques, mais qui du coup vont le rémunérer beaucoup plus que les banquiers. Donc en général, on ne va pas voir ces gens-là sous une recherche de 50 à voire même 100 000 euros, 50 000 euros. Honnêtement, je conseille de faire autrement. Et à partir de 100 000 euros, on va voir les business angels jusqu'à 500 000. Et à partir de 500 000 euros, on va avoir des fonds d'investissement. Voilà. Les business angels, pour démarrer, sont la plupart des temps des entrepreneurs ayant déjà une ou plusieurs entreprises ou des cadres ayant travaillé voilà, en deuxième partie de carrière, qui sont des gens qui ont un peu d'argent de côté. Les patrimoines ne sont pas forcément énormes. Vous pouvez avoir des gens qui ont bon, ça peut paraître beaucoup, mais qui ont quelques centaines de milliers d'euros de côté. Ce n'est pas des gens qui ont 10 millions. Ça, c'est autre chose et ils travaillent autrement. Vous avez des gens qui ont de l'argent de côté et qui vont investir. Le ticket moyen mis par un business angel, c'est 7 500 euros. Donc souvent, ils se regroupent en fait. Et donc vous allez rencontrer dans les business angels soit des gens que vous rencontrez en individuel ou en petit groupe de 3, 4, 5, ça a été notre cas. Soit vous allez aller voir des structures comme
Lyon Business Angel, comme EM Lyon Business Angel, comme Central Business Angel, comme INSA Business Angel, qui sont des anciens d'école qui ont eu leur carrière et qui se réunissent pour investir à plusieurs, des fois 10, 20, 30, 40, 50 personnes dans un projet. Voilà, quand vous allez chercher 500 000 euros, vous pouvez vous retrouver avec 50 personnes qui rentrent ensemble. Après, vous allez avoir un interlocuteur. C'est ça l'avantage. Vous allez avoir une personne qui va les représenter, dans les négociations et qui les représentera ensuite dans le fonctionnement quotidien. Ces gens-là, c'est leur argent personnel comparé au fonds d'investissement. Donc, ça présente un peu plus de souplesse que lorsqu'on va parler des fonds d'investissement, dans le sens où ils peuvent avoir des intérêts différents. Ils ne vont pas forcément vouloir démultiplier la valeur par une revente. Ils ne vont pas forcément vouloir que vous revendiez le projet, contrairement à un fonds d'investissement. Ils peuvent accepter, si dans votre projet, c'est d'avoir une rentabilité, donc des dividendes, et voilà, d'avoir une logique de long terme, un projet qui fonctionne sur le long terme avec une rentabilité. Il y a des business angels que ça intéresse. Il y en a d'autres qui sont là pour défiscaliser, qui ont une grosse imposition et qui utilisent ce moyen-là pour baisser leurs impôts et au passage investir dans un projet. Ce n'est pas les meilleurs investisseurs, disons-le tout de suite. Et vous avez des gens qui ont envie de travailler sur des projets, qui sont heureux d'accompagner des entrepreneurs comme eux ont été accompagnés avant. Et ça, c'est les meilleurs business angels, des gens qui vont mettre de l'argent mais qui vont aussi mettre beaucoup de compétences, beaucoup de réseaux dans votre projet. Nous, c'est ce qu'on a été chercher à l'accorder. Au bout de 10 mois, on a été faire une levée de 200 000 euros et on l'a fait auprès de 5 entrepreneurs lyonnais qui étaient réunis au sein du club des jeunes dirigeants, le CJD, et qui ont investi chacun 40 000 euros en moyenne. Et qui se sont impliqués et s'impliquent encore aujourd'hui avec une réunion mensuelle, une discussion par email hebdomadaire, avec dès que c'est nécessaire, des gens qui vont vous accompagner, aller voir un gros client pour un rendez-vous. Il y a des gens qui sont impliqués à vos côtés, qui sont là pour vous faire grandir. C'est vraiment l'avantage des business angels, c'est que c'est des gens qui, lorsqu'ils sont bons, vont vraiment vous aider à prendre de la carrière en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Et comment vous avez fait pour vous protéger par rapport à eux? Parce qu'ils se sont emportés 40 000 et vous, 20 000 et 20 000 au début, vous étiez plus majoritaire. Alors, ça, c'est une question de valorisation. Okay. C'est-à-dire qu'un projet, au début d'un projet, on met 2 fois 20 000, le capital social, il est de 40 000 euros. La valeur à l'instant 0, c'est 40 000 euros. Par contre, la valeur au premier jour, c'est déjà plus 40 000 euros. Parce que la manière de valoriser la valeur, de quantifier la valeur d'une entreprise, ça va être des différentes méthodes. On ne va pas entrer dans les détails parce que ça peut vite être un peu chiffré. Hein. Vous pouvez regarder la méthode des DCF sur Wikipédia, qui est la méthode de valorisation des startups, les Discounted Cash Flows. En fait, on va baser la valorisation sur un calcul du résultat prévisionnel futur, sur 10 années parfois, en mettant une forme de discount, en disant on n'est pas sûr que ça va arriver, donc on met un petit discount là-dessus. Mais vous pouvez avoir un projet qui, parce qu'il a une promesse de réalisation dans l'avenir, a une grosse valeur. Et d'ailleurs, quand on voit Facebook acheter une entreprise 3 milliards, ce n'est pas sur sa valeur monétaire qu'elle le fait, c'est sur la promesse future de ce qu'elle peut rapporter. Donc la valeur d'une entreprise, ce n'est pas son capital social. Et donc au moment où tu vas voir des business angels, tu vas en général pas les voir au bout d'un mois ou deux. Hein, la durée classique, c'est effectivement 9, 12, 18 mois. C'est ce qu'on observe classiquement dans des développements rapides. À ce moment-là, tu as déjà des réalisations et on revient à ce que j'ai dit tout au début. Plus tu as réalisé de choses, plus il y a des gens qui sont prêts à payer pour un service, plus la valeur est importante parce que plus ça prouve que les hypothèses sont bonnes. Donc moins le risque est important. Donc plus le risque diminue, plus vous pouvez vous permettre de dire non, ça a une valeur future, prévisionnelle, mais ça a une valeur. Et donc au moment où nous on a fait notre levée de fonds, la valorisation qu'on proposait, c'était une valorisation de 800 000 euros. En basant sur différents calculs et en disant, et c'est une valorisation qui est assez modérée. Hein. Il y a des gens qui annoncent des valorisations à 4 millions au bout de 6 mois. Et il y a ça dépend des projets. Et nous, c'était en se basant sur plusieurs années à venir et sur la manière dont on a déjà prouvé des choses, on considère qu'à l'instant T, ça vaut 800 000 euros. Et après, c'est une discussion. Parce que, en gros, eux, ils vont apporter un certain montant. Et en fonction de la valorisation, ce montant-là fera plus ou moins de pourcents. Ça va de toute façon être un grand jeu de négo parce qu'il faut avoir en tête que des investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement ou des business angels, ils rentrent rarement en dessous de 20% et rarement au-dessus de 30%.
en dessous de 20% parce que, enfin, au-dessus de 20% parce qu'ils veulent avoir un poids quand même dans le fonctionnement du projet. Et ils savent que dans le temps, ils vont être dilués par d'autres levées de fonds. Donc ils ne veulent pas représenter à la fin peanuts. Sauf si c'est la fameuse love money, des gens qui rentrent parce que c'est des amis ou de la famille et qui veulent soutenir le projet, qui prennent 5% et qu'on n'a rien à faire. Et pas au-dessus de 30% parce qu'ils ne veulent pas non plus se retrouver à gouverner le projet. Le gouverneur, enfin le responsable du projet, c'est les entrepreneurs. Eux, ils sont là pour accompagner. Donc, avoir en tête, ils vont toujours être entre 20 et 30%. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est rarement, c'est la valorisation. Donc, voilà le nombre de pourcents que vous prenez pour telle valeur. C'est plutôt, voilà le nombre de pourcents que vous voulez, voilà l'argent dont j'ai besoin. Donc, voilà la valorisation qui s'en calcule. Donc, on le fait plutôt à l'envers la plupart du temps. Même si ce n'est pas dit explicitement, c'est un peu comme ça que ça se fait. Et nous, en l'occurrence, on voulait 200 000 euros. On était prêt à lâcher à ce moment-là entre 20 et 30%. Donc on a calé la valorisation avec les méthodes de calcul pour que ça rentre là-dedans. Et donc après, c'est des discussions de vendeurs de tapis. Mais voilà, on est autour de ces logiques-là. À avoir en tête d'ailleurs, le plus important n'est pas tant la valorisation que ce qui va autour. Donc j'ai dit déjà d'avoir les bonnes personnes. C'est le plus important, mais il va y avoir un pacte d'associés quand les gens rentrent au capital, et ce pacte d'associés il va dicter la gouvernance dans le temps, et on peut vite se faire clairement enfumer sur des pactes d'associés et se retrouver avec des gens qui vont avoir un droit de veto par exemple sur n'importe quelle dépense supérieure à 5 000 euros. Ça s'est déjà vu, hein. Et c'est assez violent quand même de se dire qu'à chaque fois qu'on dépense plus de 5 000 euros, de dire papa je peux ou pas. Donc il faut faire très attention. Vous pouvez avoir des investisseurs qui n'en ont rien à faire de la valeur et qui disent oui, vous prenez l'argent que vous voulez. Par contre, en conséquence, ils sont extrêmement stricts sur le pacte. Moi, je préfère des gens qui vont peut-être vous prendre un peu plus de pourcents, vous apporter un peu moins d'argent à l'instant T, mais où la gouvernance va être beaucoup plus équilibrée et où ils vont être là pour travailler avec vous, mais on va être plus transparent. Ça va aussi être dans le pacte qui va être écrit. Par exemple, si les investisseurs veulent vendre, est-ce que vous êtes obligé de vendre ? Ça, c'est un classique à bien faire attention. Et donc, dans une levée de fonds de ce type-là, on est toujours accompagné par un avocat. Pas l'avocat des autres, hein, son avocat. Ils disent aussi, ne vous inquiétez pas, on écrit le pacte d'actionnaires. Ils peuvent écrire le brouillon, vous pouvez l'écrire, mais il vous faut un avocat de votre côté, qui est votre conseil. Ça ne coûte pas si cher que ça. Hein. Sur la première levée de fonds de la Cordée, les honoraires d'avocat étaient de moins de 5 000 euros. Donc, sur un montant de 200 000, c'est pas si grave. Après, avec le temps, ça peut être plus. Il y a des audits, il y a des choses plus compliquées, mais voilà, même sur, donc j'en parlais tout à l'heure, mais sur une levée d'1 million, on s'est retrouvé avec 13 000 euros de frais d'avocat. Donc c'est des montants pas énormes, mais c'est fondamental d'avoir quelqu'un pour vous conseiller, et un bon, qui sait dire non, là il y a une arnaque, là il y a anguille sous roche. Et donc le pacte d'actionnaires, sans entrer encore dans les détails, mais vous devez vraiment bien écrire comment est-ce qu'on sort, si quelqu'un veut vendre, à qui il vend en préférence. Voilà, il y a plein de clauses dedans. Ça mettrait 1h30 de descendre l'ensemble des clauses. Oui, en fait, on ne va pas descendre tous les éléments d'un pacte d'actionnaires, ce serait très long. Mais voilà, il faut écrire ces choses-là parce que c'est ce qui va dicter les relations au quotidien. Et la manière de négocier ce pacte d'actionnaires va déjà vous montrer la qualité des échanges que vous allez avoir avec ces personnes. Si c'est déjà venimeux dans la négociation du pacte, dites-vous que c'est mal barré. Et donc c'est souvent des négociations qui sont assez dures, mais qui peuvent être très dures parce qu'on a envie d'avoir un bon accord et parce qu'on a envie de bien travailler ensuite. Mais il ne faut pas qu'on soit déjà dans des coups par derrière, parce que sinon ça augure mal de ce qui va se passer ensuite, d'autant plus que c'est des gens qui vont rester longtemps avec vous. C'est des gens qui, même si vous faites d'autres levées de fonds, vont rester avec vous, vont être, quand vous allez faire une levée de fonds ensuite, par exemple avec un fonds d'investissement, vous allez vous retrouver à négocier non pas à 2 mais à 3, parce que vous allez discuter avec le fonds, mais les autres vont vous dire aussi oh, nous on a le droit d'avoir une opinion et si nous on n'est pas d'accord, l'opération ne se fait pas. Donc vous allez vous retrouver avec une négociation tripartite. Donc si vous n'êtes pas en phase avec vos investisseurs qui rentrent au début, ça devient un enfer dans le temps. Un sujet assez fondamental. Dans ce domaine comme dans les banques, mieux vaut un vrai tour que 2 petits tours consécutifs. C'est quand même 6 mois d'instruction en général, une levée de fonds auprès de Business Angel. Un petit peu moins si vous les connaissez déjà ou si ça se passe particulièrement bien, mais ça descend rarement sous les 4 mois. Parce qu'ils peuvent être plusieurs, il y a des allers-retours, il y a des discussions d'avocats, etc. Donc la base, c'est n'y allez pas trop tard,
N'y allez pas quand vous avez 2 mois de trésorerie devant vous, parce que ça vous enlève forcément du pouvoir de négociation. Le mieux, c'est d'aller les voir quand vous n'avez pas immédiatement besoin d'eux, quand vous vous développez, que vous avez l'argent devant vous, mais que vous voulez passer un palier. Et à ce moment-là, c'est vraiment les meilleures conditions pour négocier avec ces gens-là. Mieux vaut c'est bête, mais comme je vous ai dit, le pourcentage qu'ils prendront, c'est entre 20 et 30%. Donc, de toute façon, mieux vaut leur demander 400 000 que 200 000. Vous vous rendez compte que 400 000 vous permet de travailler pendant 24 mois, alors qu'avec 200 000, vous vous retrouvez raide dans un an. Mieux vaut aller chercher tout de suite 400 000, parce que vous n'allez pas lâcher plus de pourcentage. Vous lâcherez plus en faisant 200 000 maintenant et 200 000 dans un an, que vous ne lâcherez si vous allez chercher 400 000 aujourd'hui. Parce que les 200 000 dans un an, ils vont vous reprendre probablement 15 ou 20%. Vous êtes mieux d'aller chercher un peu plus. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, vous êtes mieux d'aller chercher plus maintenant, quitte après à créer des clauses où l'argent est libéré en 2 fois, sous certaines conditions. Tout se discute, mais discutez tout de suite de l'enveloppe globale, ça facilitera les choses dans le temps. Ouais. Je suis désolé, je pose beaucoup de questions, Mais non, c'est bien. Pour m'être retrouvé dans cette situation-là sur mon dernier projet, j'ai pas été jusqu'au bout avec des business angels parce que j'avais l'impression de perdre en fait la main sur mon projet, sur mon entreprise. Comment vous avez fait pour vous dire ok, on va chercher cet argent, ça commence à faire des chiffres, hein, et sans se dire bon bah ok, là cette fois-ci on est obligé de rendre compte ou on est obligé de rediscuter tous les mois ou toutes les semaines. Comment En fait, il faut essayer de poser déjà sur le papier ce sur quoi tu transigeras pas. Ouais. Et en général, ils aiment bien d'ailleurs. Plus tu viens en étant exigeant, plus ils sont contents parce que ce qu'ils veulent, c'est un entrepreneur. Ils veulent pas une carpette qui se met en bas et qui te dit je ferai ce que vous voulez. Donc si vous non mais c'est vrai. Nous on est venu en disant voilà, on a une attitude d'artisan modeste, on avance doucement. Par contre, on viendra pas sonner à la porte pour vous demander pour vous demander si on peut faire ci ou ça. On vous demandera par contre de vous investir et on vient vous voir vous parce qu'on veut des gens investis dans le projet. Donc en fait, les exigences que tu as en termes de gouvernance, etc., il faut les écrire. Et honnêtement, quand tu as des bons investisseurs en face, c'est pas si énorme ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent la plupart du temps, c'est d'être tenu au courant. Moi, chaque semaine, j'envoie un petit email avec les 3-4 points d'activité un peu intéressants de la semaine, juste pour qu'ils soient tenus au courant. Et la plupart du temps, c'est juste pour nous dire super, bien joué, ou alors je leur dis vous n'avez pas un contact dans ce domaine-là parce qu'on aimerait bien contacter ces gens-là. C'est vraiment des supports, hein. C'est des gens qui font grandir, qui sont là pour aider. Les bons investisseurs, c'est des entrepreneurs qui ont envie d'aider d'autres entrepreneurs. Donc c'est probablement que tu n'avais pas les bonnes personnes en face de toi, parce que tu n'as pas l'impression d'être dépossédé quand tu trouves les bonnes personnes. Question. Oui, excuse-moi. Le statut d'une entreprise, de société à privilégier. Alors tu es obligatoirement Alors SA, c'est très gros, une SA. Donc en général, ça ne concerne pas des projets, tu as un directoire, enfin c'est énorme. Donc c'est des projets qui ont des années et des années d'existence. Donc tu n'auras pas de SA. Par contre, pour lever des fonds, c'est une SAS. C'est-à-dire que tu peux très bien démarrer en SARL, mais la SARL, c'est des parts sociales qui sont compliquées à céder. Donc il faut un système d'action, et donc c'est une société par action simplifiée, la SAS. Donc que tu le fasses dès le début ou pas, au moment de la levée de fonds, tu transformeras la SARL en SAS, qui est très simple, hein, qui est un traditionnel. Tu ne peux pas faire le contraire. Par contre, c'est très simple de passer de la SARL à la SAS, et à ce moment-là, tu pourras travailler comme ça. C'est le modèle standard, parce que ça permet aussi d'avoir des statuts qui sont souples. Et donc il y aura, lors de la levée de fonds, il peut y avoir un avenant fait au statut, en plus du pacte d'actionnaires, parce que le pacte d'actionnaires est quelque chose qui est privé, qu'à force de loi, hein, enfin devant un juge, si les actionnaires, si les investisseurs ont fait quelque chose qui était contraire au pacte, tu peux aller les chercher là-dessus en justice. Par contre, ce ne sera pas visible sur Infogreffe. Les statuts le seront plus simplement. Mais les statuts, donc il peut y avoir des mises à jour des statuts en faisant référence à différentes choses qui changent dans la gouvernance. Voilà, on est bon pour les business angels. On finit avec les fonds d'investissement. C'est une autre histoire, les fonds d'investissement. Donc je fais une exception aux les fonds d'investissement publics ou régionaux qui eux sont là ou solidaires ou à impact type le comptoir de l'innovation, qui eux sont des fonds différents. La Nef aussi en fait un,
Nous, on a levé auprès de gens comme ça, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui est donc une structure publique. Et eux, ils n'ont pas du tout vocation à gagner le plus d'argent possible. Ils n'ont pas du tout vocation à sortir à un moment donné. Donc, eux, c'est une exception dont on pourra reparler. Mais sinon, les fonds d'investissement traditionnels, ceux que vous allez voir à partir de montant de 500 000 euros, sont des structures qui ont une durée de vie de 7 ans en général. Et qui vont donc réunir un certain montant au début et qui vont avoir 7 ans pour maximiser l'argent qu'ils font sur ce montant-là et qui, à bout de 7 ans, doit rendre cet argent-là. Enfin, rendre en tout cas l'argent du début. Donc eux, s'ils entrent dans votre projet, c'est pour en sortir. Il faut être très clair dès le début. Ils ne vont pas accepter de rester là pour 40 ans. Le pire pour eux, c'est un projet qui fonctionne, mais qui n'est pas non plus en train de faire un Facebook, qui est en train de faire un x3 ou x4 ou x5, ce qui contenterait très bien un business angel, ne contente pas du tout un fonds d'investissement parce que lui, son but, c'est de sortir. Les moyens de sortir, quels sont-ils? L'entrée en bourse, mais bon, ça ne concerne pas grand monde. Le rachat du projet intégral, qui là, il faut faire très attention parce que ça va être leur spécialité de mettre des clauses dans le pacte d'actionnaires en disant que si eux trouvent un acheteur à un moment donné, nous, on est obligé de les suivre en tant qu'entrepreneurs. Donc eux, ils vont à un moment donné chercher à revendre. Et l'autre manière qu'ils peuvent avoir de faire, c'est de revendre leurs actions à un autre fonds d'investissement qui vous accompagnera sur la suite du projet. Ça, c'est possible sur certains projets qui grandissent régulièrement. On peut avoir des fonds qui se revendent mutuellement des actions en fonction du stade. Il y en a qui entrent au début en risque, d'autres qui viennent après qui sont des fonds de développement. Voilà, il y a des fonds à différents stages de l'entreprise. Et donc ils peuvent se revendre ça. Par contre, il faut avoir en tête que c'est impliquant et qu'eux, ils ne vont pas être là pour faire des détours. Quand un business angel pourra entendre, là on va se calmer pendant 6 mois ou 12 mois parce qu'on a grandi beaucoup d'un coup, on a besoin d'apaiser, l'équipe a doublé là en 6 mois, là on va prendre 12 mois pour stabiliser les choses et construire. Ça, un business angel, il entendra très bien parce que en général il est entrepreneur et donc il sent bien, enfin il peut comprendre ça. Par un fonds d'investissement, il veut que vous avanciez le plus vite possible. Donc les fonds d'investissement sont des gens qu'on va voir quand on veut mettre des modèles, en fait des sortes de modèles de course déséquilibrée vers l'avant. En fait, tant qu'on court, ça va, mais on est vraiment déséquilibré vers l'avant. On accepte le plus souvent d'être en train de perdre de l'argent au quotidien. C'est ce qu'on fait pour ceux qui connaissent Take It Easy, qui à un moment donné est tombé, mais tous les autres sont des modèles où ils vont lever beaucoup d'argent régulièrement. Et il y a des domaines où vous êtes un peu obligé de faire ça, dans la pharmacie par exemple, où on met des années avant de gagner de l'argent, ils vont voir des fonds d'investissement, voir des compagnies pharmaceutiques. Dans des sujets technologiques, lourds, industriels, des fois on est obligé au début d'aller les voir. Mais ayez en tête qu'ils vont vous permettre d'accélérer énormément, mais c'est un peu comme un cheval de course. Plus vous courez vite, plus vous avez des ornières. Et donc moins vous pouvez aller sur les côtés en ralentissant ou en faisant un projet tiers. Voilà, ça vous cadre. Et leur rôle, enfin eux, ils sont là pour que vous dupliquiez un modèle que vous avez pu trouver. Par exemple, ça va être Foodora. Ils ont créé un modèle à un endroit où Uber, à un moment donné, on le duplique comme des fous à plein d'autres endroits. Donc c'est de la réplication pure. Et eux, ils sont là pour vous aider à ça. Ils vont vous aider à aller très vite, mais très droit. Voilà, ça peut faire un peu peur et c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est vraiment pas anodin parce qu'il y a beaucoup de gens il y a des gens qui le savent, qui en acceptent les conséquences et qui vivent avec et qui disent moi mon but c'est d'être le plus gros dans mon secteur en Europe le plus vite possible, donc j'accepte. Mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte des conséquences au moment où ils vont chercher 2 ou 3 millions d'euros et qui s'en mordent les doigts plus tard. Parce que en gros cet argent-là vous pouvez aussi aller le chercher auprès de partenaires type banque, c'est juste que ça va mettre plus de temps. Ils vont demander à ce que vous ayez plus de... Voilà. Que le montant qu'on cherchait à une époque auprès de Business Angel, aujourd'hui je peux aller le chercher auprès d'une banque. Mais c'est au bout de plusieurs années. Et de même, peut-être qu'un jour on pourra demander à une banque 2 millions parce qu'on aura un vécu beaucoup plus important. C'est juste qu'eux, ils vont vous permettre d'aller plus vite, les fonds d'investissement, mais avec des conséquences qui sont importantes. Avec eux, le pacte d'actionnaires est encore plus important. Ils ont souvent en interne, pour les gros fonds, des gens qui sont dédiés au contrôle de gestion, dont le rôle c'est que vous leur envoyez des tableaux de financement réguliers et une personne qui va passer ligne par ligne et qui va être capable de vous appeler pour dire mais pourquoi est-ce que la ligne là elle n'est pas comme prévu à côté.
Donc il faut bien cadrer le niveau de reporting que vous allez avoir avec eux et aussi bien choisir son fonds d'investissement lorsqu'on travaille avec ces gens-là. Et donc, par exception à ces fonds privés, il y a pas mal de fonds publics. Donc j'ai cité la Caisse des dépôts sur des projets territoriaux. C'est vrai du comptoir de l'innovation ou de la NEF sur des projets sociaux. Et eux, ils peuvent avoir vocation à sortir à un moment donné, mais ils sont quand même en général là plus sur le long terme. Voire pour des fonds publics, ils n'ont pas vocation à gagner de l'argent, mais ils ont vocation à développer un outil qui est bon. Par exemple, la Caisse des dépôts, nous on a été les voir parce que le rôle de l'accordé, l'un des rôles de l'accordé, parce que le rôle principal c'est de développer l'entraide entre entrepreneurs et développer des nouvelles manières de travailler, mais l'un des rôles qu'on s'est fixé, c'est la manière dont on peut développer les territoires. Parce que les outils numériques d'aujourd'hui sont une formidable possibilité pour des territoires ruraux ou périurbains de se développer. Les gens n'ont plus forcément besoin d'aller en ville pour faire les choses. Et donc à ce titre-là, nous on expérimente beaucoup avec des lieux dans le Haut-Jura ou dans le Beaujolais vert ruraux. Et la Caisse des dépôts, c'est ça qu'ils sont venus soutenir, c'est le fait qu'ils puissent aider un projet à se développer sur de nouveaux territoires. Et donc voilà, la discussion est complètement différente parce qu'eux viennent avec une visée spécifique, ils ne sont pas là pour faire le plus d'argent possible. Et eux entendent très bien que si on s'est développé de tant de pourcents au lieu de tant de pourcents, il y a des raisons. Voilà pour le fonds d'investissement. Mais ils attendent quand même un retour sur investissement ou c'est vraiment des subventions? C'est de l'argent qu'ils ont mis au capital, donc c'est des gens qui ont un pourcentage du capital. D'accord. Et donc si à un moment donné le projet fait des dividendes ou je sais pas, ils souhaitent le vendre, oui ça aura une valeur. Okay. Après eux spécifiquement ils ont dit qu'ils ne cherchaient pas, s'ils gagnaient un peu d'argent tant mieux pour le fonds, c'était juste plutôt qu'ils ne voulaient pas en perdre. Okay. Mais c'est un fonds très spécifique, la plupart des fonds cherchent quand même à gagner de l'argent. Pour compenser rien que les projets qui se plantent. Avoir en tête un fonds d'investissement traditionnel, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que 9 projets sur 10, 7 projets sur 10 plantent, 2 projets vivotent. Vivote, ça peut être faire un x2 ou x3, mais pour un fonds, c'est vivote. Et il y a un projet qui explose. S'ils arrivent à ça, ils ont un modèle économique qui tient. Un projet qui explose, c'est un projet où ils vont mettre 1 million et ils vont récupérer 150 millions parfois. Donc, voilà, leur but c'est avoir une pépite sur 10. S'ils arrivent à ça, ils sont contents. Donc c'est des modèles économiques qui sont un peu déséquilibrés, avec lesquels moi je ne suis pas en phase, en tout cas, je l'annonce. Donc mon propos est peut-être un peu biaisé, c'est-à-dire que ce modèle de développement des startups, il est quand même un peu prédateur, et donc nous on a toujours refusé d'aller là-dedans, mais on peut assumer de dire voilà, moi j'ai envie d'aller très vite, je suis prêt à revendre. Je suis prêt à revendre à un groupe parce que je propose quelque chose qui va intéresser quelqu'un. Et donc j'assume que sur le chemin, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, c'est une forme d'entrepreneuriat différente. Okay. Je suis arrivé au bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que sur vos projets, vous avez des problématiques dont vous voulez parler ouvertement? Dans tous ces différents tours de table, que ce soit pour rechercher des business angels ou des fonds d'investissement, j'imagine qu'on est quand même assez amené à présenter son projet et son idée, aussi unique soit-elle. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de révéler ces petits secrets de recettes, ces petites recettes secrètes, ou la petite longueur d'avance qu'on peut avoir face à des gars qui sont du coup capables de dupliquer très très vite? Alors, c'est un long sujet. Je participe au forum de l'entrepreneuriat à la CCI chaque année. On fait 1h30 sur partager son idée, comment. Donc ça peut être long à discuter. De manière générale, déjà, il y a des clauses de confidentialité quand on discute d'un projet. Il y a des clauses éthiques pour la plupart des fonds de business angel ou des fonds d'investissement. Quand vous allez voir des fonds qui sont installés sur le territoire, c'est quand même des gens dont le métier c'est faire de l'argent, c'est pas développer des projets. Après, il y a des spécialistes de la copie de projet, mais vous n'allez pas aller les voir, genre Rocket Internet, on appelle un startup studio. Eux, ils prennent des projets existants, ils les copient en mettant beaucoup d'argent dessus et ils les développent. Alors ils cachent ça en disant que c'est pour amener ça à des pays du tiers-monde ou d'ailleurs qui ne l'ont pas encore, mais en fait c'est de la copie. C'est eux qui ont copié Spartoo pour faire le Zalando. C'est l'exemple le plus connu, c'est Zalando, c'est une copie conforme de Spartoo. Et ils le font pour plein de domaines. Mais eux, c'est pas des financeurs, donc
toute façon, s'ils veulent copier, ils copieront ce qu'ils verront. De manière générale, la copie est rare. Il faut se rendre compte que les gens à qui vous pouvez parler d'un projet, il y en a peu qui peuvent vous copier. Après, quand on a quelque chose à breveter, il faut le breveter. Mais tout ce que vous pourrez faire vous protégera pas tant que ça. Dans le sens où ce qui prime, c'est aussi la manière dont vous vous développez sur un marché. Une idée, on dit en général qu'une idée, il y a 10 personnes qui l'ont en même temps. Donc si à un moment donné vous dites tiens, il m'a piqué mon idée, ou il m'a piqué mon site web, c'est difficile à défendre en justice, très honnêtement, sur un démarrage d'activité. C'est plus simple après, hein, si vous avez un historique, ça fait 2 ans que vous faites quelque chose d'une certaine manière et quelqu'un vous copie pile poil, là ça se défend. Mais au démarrage d'une activité, c'est assez compliqué à défendre. Sur des business angels, oui, clause de confidentialité, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Je sais pas, Rémi, toi, t'as des... C'est assez rarement, parce que nous on est soumis à la confidentialité de façon, on va dire, professionnelle en fait, en tant que fonds professionnel. Ouais. Mais après, si on me demande, j'en signe un, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais les fonds, il n'y a pas de copie par les fonds. Hein. Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. Le seul risque, c'est éventuellement de venir voir un fonds qui a déjà éventuellement une boîte concurrente. En général, l'éthique fait qu'il va vous dire assez rapidement attention, j'ai déjà quelque chose dans le portefeuille, donc je ne peux pas vous rencontrer. Oui, tout à fait. Et il libère, en fait, vous libérez l'information au fil du temps. Au début, vous allez envoyer un executive summary, qui est un résumé très succinct du projet, sur une page ou 2. Si ça attire leur intérêt, ils vont demander à aller plus loin. Et là, vous allez leur fournir peut-être une version, nous on avait une version light du business plan, qui ne donnait pas tous les détails de la stratégie commerciale, marketing, tout ça, et qui parlait vraiment des grandes données. Et ensuite, dans les discussions, ils vont venir vous poser des questions, et c'est là que vous allez pouvoir creuser ensemble des chiffres. Mais voilà, on donne des informations, je ne sais pas si tu suis ce process-là, mais on donne des informations progressives au fil du temps à ces gens-là. Mais honnêtement, il y a une éthique qui est très forte. Hein. C'est des acteurs professionnels. Et d'ailleurs, pour un peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les fonds d'investissement ont besoin de revendre leur participation, mais l'avantage, c'est que pour leur grande majorité, ce sont des professionnels. Hein. C'est leur métier de faire ça. Les business angels, quand vous avez des bons business angels, c'est super, mais il y en a aussi qui sont des amateurs. Parce qu'ils font ça à côté. Ils se disent que c'est pour défiscaliser. Voilà. En particulier dans les cercles d'alumni d'école, les anciennes écoles, vous en avez quand même des sévères. Des gens qui, moi j'en ai rencontré, des gens de, je ne sais plus quel groupe, c'était mais ridicule les questions qu'ils posaient. Ils se prenaient pour le cadre du financement, c'était ridicule. Et donc vous avez chez les business angels, des fois, peut-être même plus de risques que chez les fonds d'investissement. Et donc c'est chez les business angels que je ferai plus attention à qui je parle. Par exemple, moi j'ai jamais été à l'aise d'aller voir des regroupements importants de business angels parce que dedans, effectivement, il y a peut-être des gens qui s'embêtent dans leur projet actuel et qui ont envie de lancer autre chose. Et vous pouvez avoir des gens qui, à un moment donné, respectent moins l'éthique. Alors, dans un petit groupe de business angels, ça se verra moins, des groupes de 5-6 personnes. Et dans des fonds, ça se verra jamais. Et voilà, je recommande l'information progressive au fil du temps. Et en général, quand vous allez voir ces gens-là, vous avez quand même déjà une implantation. Il y a souvent, on parle les business angels, ils sont locaux. Donc à un moment donné, je ne sais pas, vous vous développez à Lyon, ça fait 1 an que vous vous développez, vous avez déjà une existence, vous avez déjà un vécu. Quand vous allez les voir, la place elle est prise en fait. Il se passera beaucoup plus souvent que la personne va vous proposer d'entrer au capital et de s'intéresser au projet, et de le suivre et de le faire progresser, voire de vous racheter à terme si ça l'intéresse, que d'essayer de vous copier. Il y a parfois beaucoup de business angels aussi, ou de gens dans les fonds qui, à un moment donné, rejoignent un client en trouvant que le projet est génial et ont envie de contribuer au projet en tant qu'opérationnel. Ça arrive, mais c'est rare qu'ils copient. Vous avez déjà un historique, et puis l'éthique, elle est quand même assez forte dans ce domaine-là. Ouais. Alors, donc dans la structure là, des recherches de financement, comme tu as fait, donc en montant, au début, quand vous avez créé la Cordée, dans la recherche de financement, comme on sait que la Cordée, c'est difficile d'avoir un apport de chiffre d'affaires dès le départ important pour pouvoir financer, je ne sais pas, moi, par exemple, les locaux ou les salaires. Donc vous allez chercher au début des financements pour les salaires. Et vos salaires en tant que... Non, au début, quand tu te crées, tu ne prends pas de salaire. Je dis les salaires, mais tu ne payes pas au début. Non, justement, l'argent que tu apportes en capital,
c'est l'argent qui va être utilisé pour l'immatériel, Oui. et l'argent que tu vas chercher auprès de la banque, il va être pour le matériel. C'est plutôt comme ça. Après, l'argent que tu cherches individuellement, on n'en a pas parlé, mais moi, j'avais pas du tout d'argent. J'ai été l'emprunter à des alliés de la famille, à titre personnel, et je continue à les rembourser, en fait, encore aujourd'hui, de l'argent que je leur dois. Donc ça, mais ça se fait à l'extérieur, et c'est une dette personnelle. Oui. Mais en général, tu cherches au maximum à financer toi-même ce qui est infinançable par les partenaires bancaires. Ok. Et à partir de quand vous allez chercher le financement pour les salaires Les prêts d'honneur, des salariés les prêts d'honneur par exemple ont vocation à ça, ont vocation à payer des salaires. Ouais. C'est souvent le prêt d'honneur, c'est une bonne manière. Enfin, on démarre seul un projet, typiquement, et on a peut-être fait un petit prêt bancaire pour démarrer. Et au moment du recrutement du premier salarié, c'est une bonne technique pour soutenir le projet pendant les quelques mois où le chiffre d'affaires va pas pouvoir compenser le nouveau salaire. C'est une bonne manière de financer et d'ailleurs ils aiment bien, c'est leur but aussi, c'est de soutenir l'emploi. Donc ça peut être une bonne manière de financer un premier emploi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci tout le monde. Dernière question. En gros, comment est-ce qu'on trouve la liste des business angels ou des fonds d'investissement à aller voir? Tape business angel dans Google, enfin, c'est quoi les... On peut taper business angel dans Google. On va pas tomber sur toujours les meilleurs. Il va y avoir de tout dedans. Les fonds d'investissement, pour le coup, ça se trouve par des réseaux formels. Pour Google, par exemple, si c'est sur Lyon, les fonds, il n'y en a pas tant que ça, locaux. Donc c'est assez simple à trouver. Et puis moi, je peux même vous renseigner avec plaisir là-dessus. Mais sur les business angels, soit il va y avoir le fait d'aller les chercher comme ça en passant par Internet, soit je recommande moi plutôt, naturellement on peut en rencontrer dans son activité, et je recommande plutôt de passer dans des réseaux type CJD, type CGPME, type MEDEF, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se raconte dans les ateliers, mais vous allez y rencontrer dans le lot des gens qui sont assez pertinents et qui pourront soit vous répondre, soit vous orienter. Vous pouvez avoir des cercles d'anciens aussi, si vous avez fait une formation spécifique. C'est une bonne manière d'aller chercher aussi des business angels. Ils ne disent pas forcément leur nom, donc c'est bien de se balader et de faire savoir qu'on est à la recherche d'un financement. À un moment donné, les réseaux sont rapides ici et ça va assez vite de trouver des gens. Bon voilà. Bon projet à tous et puis à bientôt. Merci.